partir de mon expérience personnelle, moi, m'engager dans les médias en novembre 1994, c'était l'esprit de révolte contre les mauvais journalistes. J'étais toujours, même avant, j'étais vraiment accro aux médias, à la radio, aux journaux. J'étais vraiment accro à l'information. Mais quand je suivais les radios dans la période d'avant le génocide, 92, 14, 13, ça me faisait mal. Et je me rappelle même, moi, j'avais postulé pour devenir journaliste à la radio Rwanda en 93. Vous savez ce qui m'a éliminé? C'est, comment dire, l'examen de fitness, de course. J'avais réussi l'écrit, mais on nous fait courir pour voir si on est vraiment, comment dire, athlétique pour devenir journaliste. J'ai dit, c'est pas possible, c'était la façon de nous éliminer. Mais en 1994, je me suis encore engagé pour dire, du moins, il faut que je devienne journaliste. Pas comme les autres, pas comme celui que je détestais moi-même. Il y avait vraiment une grande liste de journalistes que je détestais parce qu'ils étaient des journalistes indignes, à mon avis. Alors, pour m'engager, après avoir intégré la profession de journaliste, j'ai dit qu'il faut que je mette ma pierre sur comment dire, le mur du Rwanda, de la construction du pays, faire un bon journalisme et j'ai beaucoup plus avancé pour dire un journalisme de la paix, ce qui m'a conduit personnellement aussi à concrétiser ma passion en créant l'organisation Pax Press. Pax Press, nous l'avons créée en 2006 avec le même esprit de révolte pour dire nous allons faire le journalisme contraire à celui qui a détruit le Rwanda. Sam God, j'aimerais que vous différenciez deux choses. Il y en a qui sont à l'extérieur du pays, peut-être qui sont des négationnistes, qui veulent dire que le génocide n'a pas eu de génocide. Ils veulent montrer que le génocide contre les Tutsis n'a pas été perpétré. Je ne suis pas seulement ça, c'est les gens qui ont déjà un objectif qui est connu. Ils savent bien. Est-ce que ceux qui, et la plupart sont à l'extérieur, et ceux qui sont ici au pays, est-ce qu'ils ont pris conscience de ce qui est arrivé en 1994 et ils sont plus inquiets à ce qu'ils diffusent et son impact sur la société? Ils savent l'impact que ça a causé dans longtemps. Mais là, je ne sais pas si c'est la faim ou c'est la misère ou c'est la pauvreté qui l'emporte. Parce que il y a un dicton rwandais qui dit « Memuke namuke ». Pourvu que je mange, je peux faire du n'importe quoi. Pourquoi? Pourvu que je mange. Là, j'ai peur que... Et puis encore ces gens-là, je ne parle pas du contexte seulement du génocide, même d'autres informations, même tout ce qui touche le social au Rwanda. Il y a des gens sans scrupules et qui ont beaucoup de viewers, des gens qui les suivent. Des gens qui les suivent. Ils ont une large audience. Oui, une large audience. Et là, ça touche dans les mœurs, ça touche dans la dignité rwandaise, ça touche dans tous les secteurs. Je pense même qu'aujourd'hui, même au Rwanda, avec l'évolution des temps, les gens même ont quand même la capacité d'analyser le message des journalistes. Ils savent aujourd'hui différencier des mauvais journalistes et des bons journalistes. Ils savent différencier le mauvais message, le message destructeur et le message constructeur. Je dis que c'est déjà c'est le fruit des bons journalistes, c'est le fruit des bons médias, même si évidemment nous en aurons toujours des médias qui propagent la haine. Nous en aurons toujours comme nous en avons aujourd'hui, mais de toutes les façons, je dirais que la majorité des Rwandais, ils ont cette capacité de différencier les mauvais et les bons.
Mais pour le moment, il y a un problème parce que vous dites qu'ils ont la capacité, mais maintenant, ils ne différencient même pas qui est le journaliste et qui n'est pas journaliste. Maintenant, il y a ce que nous appelons les influenceurs des médias sociaux, et ils ont la parole et ils ont un grand public. Il y a beaucoup de gens qui les suivent. Et là, je ne sais pas si vous en pensez quelque chose, s'il y a quelque chose à faire sur ça. Est-ce qu'ils sont moins conscients qu'ils ont ce pouvoir et qu'ils peuvent... Je pense à ce niveau-là, c'est déjà à se féliciter parce que ça montre le développement, l'évolution du pays. Si tout le monde peut lire ce que tout le monde écrit, et si tout le monde a cet espace, ce privilège de diffuser son opinion, pour moi c'est déjà un grand pas. Évidemment, comme tu dis, je dis toujours, c'est le revers de la médaille, comme on dit. Nous avons les médias, nous avons l'espace où tout le monde peut s'exprimer. Il y a des philosophes qui disent les réseaux sociaux aujourd'hui ont donné la parole même à ceux qui ne devraient pas parler. Je prends le journal à Gachacha. Moi, j'ai écrit dedans. Et on reportait des séances Gachacha partout au pays. On les mettait là-bas. Et on a vu les victimes et les bourreaux s'embrasser en pleine séance parce que la vérité avait transparu quelque part. La réconciliation avait commencé par Gachacha. Et je pense, la vérité même, elle a pu transparaître à travers Gachacha. Il y avait des accusés, il y avait des gens qui accusaient faussement les personnes d'avoir commis du mal, mais Gachacha les a blanchis. Et on a accusé que les personnes réellement coupables. Là, si on considère que Gachacha c'est un média. Nous ne sommes pas ici pour, diaboliser les médias. Parce que les médias, on a toujours besoin de ça. Si, par exemple, s'il n'y avait pas Radio Muhabura de FPR, s'il n'y avait pas de journal comme Kanguka, comme Tiberinga, de mon ami des médias là, qui ont pris vraiment la ligne contre l'idéologie génocidaire, je pense qu'il y aurait beaucoup plus de dégâts que nous en avons connus. Donc, des médias, oui, ils peuvent, ils jouent, ils manipulent la population pour pour gagner de l'argent. Mais aussi les médias jouent un grand rôle dans l'éducation. Ils jouent un grand rôle dans le changement de comportement. Il y a beaucoup de gens qui ont changé suite à un message entendu à la radio Muhabura du FPR en 92, 13, 14. Il y a des gens qui ont changé dû au message, aux articles publiés par les Kanguka. Donc je pense qu'il ne faut pas diaboliser les médias. Surtout moi, je n'aime pas me dire les médias. Je parle de lignes éditoriales de certains médias et des mauvais journalistes. Parce que par exemple, dans la radio Rwanda, vous étiez là déjà, Solange, Sam Godier, avant le génocide. Il y avait des journalistes qui avaient pris les lignes et dit je ne lirai pas le papier rédigé par le MENADEF, disant que les Ingotani, les militaires du FPR avaient des longues oreilles, avaient des queues et tout ça. Il y avait des gens qui avaient pris cette ligne. Il y avait d'autres aussi des mauvais journalistes qui a épousé cette idéologie, qui propageait ce message. Donc, je pense même aujourd'hui, dans Quibka 30, il faut reconnaître le rôle des bons journalistes, des bons médias. C'est ce que j'ai... Bonsoir, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, et bienvenue dans cette émission Leadership d'Impact, une émission que nous produisons au moment où le Rwanda commémore pour la 30e fois le génocide perpétré contre les Tutsis en 1994. Avant même de vous présenter le sujet d'aujourd'hui, j'aimerais vous demander de prendre avec nous une minute de silence
en mémoire de plus d'1 million de personnes qu'on a perdues pendant le génocide de 1994. Merci beaucoup. Ce soir, dans cette émission Leadership d'impact, nous allons parler du rôle des médias extrémistes dans le génocide perpétré contre les Tutsis de 1994. Nous allons aussi analyser le rôle que les médias ont pu jouer dans la reconstruction du pays que nous avons aujourd'hui, du Rwanda d'aujourd'hui. Sans trop tarder, on vous rappelle ou on vous annonce pour ceux ou celles qui ne le savait pas que le tribunal international pour le Rwanda d'Arusha TPIR a condamné les journalistes Ngezi Hassan, Jean Bosco Barayagwiza et Nahimana Ferdinand, à l'époque directeur de la RTLM, la radio-télévision des Mille Collines, pour avoir provoqué la mort de milliers de Tutsis sans avoir utilisé les armes, mais en utilisant les mots et les paroles. Il y en a qui disent que les paroles et les images tuent. Nous allons le voir dans cette émission. Nous avons invité les journalistes qui ont une grande expérience dans leur vie professionnelle pour qu'ils puissent nous aider à analyser ce rôle. Récemment, il y a un jeune qui m'a demandé, on suit les médias actuellement, on nous dit que les médias ont joué un grand rôle dans le génocide contre les Tutsis, mais qu'est-ce qu'ils ont fait concrètement? Donc, certains jeunes qui n'ont pas vécu le génocide et d'autres qui sont nés même après ou qui étaient enfants quand le génocide se commettait, ils ne savent pas réellement qu'est-ce que les médias ont fait. Ils veulent en savoir plus et apprendre de ce qui s'est passé pour ne pas commettre les mêmes erreurs. Alors, sans trop tarder, on va vous présenter les invités de ce soir. C'est vrai. Ce soir, nous sommes avec 3 invités qui sont dans le studio, mais j'aimerais aussi vous rappeler que surtout ceux qui nous suivent à partir de l'Internet, donc de YouTube, qui peuvent aussi participer. Donc, même si nous avons les invités ici dans le studio, vous êtes aussi les bienvenus sur le YouTube, sur les médias sociaux que nous utilisons. Si vous voyez là où il y a le lien de cette émission, si vous pouvez suivre cette émission, ça veut dire que vous pouvez aussi nous donner votre contribution. Vous pouvez aussi donner vos idées parce que les débats continuent aussi en ligne. Parlons des invités que nous avons dans le studio. Nous sommes avec Albert Baudouin Tuzeimana. Ce n'est pas la première fois que nous l'invitons dans le studio. Bienvenue Albert. J'aimerais mentionner que Albert a l'expérience dans les médias de plus de 30 ans. Je souligne les 30 ans pour faire comprendre que même avant 1994, il était dans les médias du Rwanda et jusqu'ici, il est encore dans les médias. Donc, il a beaucoup de choses à nous apprendre. J'aimerais mentionner aussi que il a travaillé pour la Radio Rwanda à partir du mois de novembre 1994. C'était juste après les génocides perpétrés contre les Tutsis. Donc, c'était dans un climat qui n'est pas facile à travailler, à gérer. Donc, il va nous en dire plus. Et j'aimerais mentionner aussi qu'il est encore dans les médias avec une organisation non gouvernementale qui est Pax Press. Nous avons aussi Monsieur Sam Godin Shimiyimana. Lui aussi, il a l'expérience de à peu près 34 ans dans les médias. Il a aussi travaillé pour Radio Rwanda. C'était la seule radio Rwanda, je dirais gouvernementale.
Il a aussi travaillé pour d'autres médias. C'est la seule radio qui était là en 94. Oui, qui a joué un grand rôle. On va en parler tout à l'heure. Il a aussi travaillé pour d'autres médias. Il est encore dans les médias. J'aimerais mentionner Radio Izuba. Ça, c'est à partir de 2004 parce que c'est là que plusieurs médias ont commencé à ouvrir les portes, les radios et les télévisions. Privées. Et privées, oui. Et pour le moment, il a son journal Kiberinga, que j'aimerais mentionner que le journal Kiberinga, bon, pour le moment, c'est pas, je dirais, un journal parce que il travaille beaucoup en ligne sur Internet, mais dans l'époque, dans le passé, en 1994, c'était un journal qui publiait. Donc, il va nous parler de son expérience de l'époque et dans les médias, comment ça fonctionne et la leçon que je sais qu'il a beaucoup à nous apprendre, la leçon qu'on peut apprendre de son expérience. Nous avons aussi monsieur... Et surtout, parlant de Sam Godet, oui. Il va aussi nous dire comment son journal a survécu, puisque son journal était là avant. Et il était journaliste avant 1994, avant le génocide contre les Tutsis. Et après, il a continué à travailler. Les gens aimeraient savoir comment il a survécu. Il va nous donner ce témoignage, ou comment il a fait. Et pour que même les jeunes d'aujourd'hui, comme tu l'as dit, puissent comprendre et apprendre de cette histoire. C'est pas vraiment évident de travailler dans l'époque et de trouver la ligne éditoriale, ce qu'il publiait et ce qu'il publie aujourd'hui. Donc il y a une grande différence et il y a une leçon que j'espère qu'on va vraiment apprendre à partir de cela. Nous sommes aussi avec monsieur Kanyana Kabale Bernard, qui a aussi l'expérience de... c'est pas facile de compter. C'est à partir de 1978 qu'il était déjà dans les médias. Il a commencé dans la République démocratique du Congo avec un journal Jua. Et au Rwanda, il est venu... pour travailler avec Grand Lac Hebdo, c'était en 98 jusqu'en 2002. Il a aussi travaillé avec journal Amani. Il était aussi un journal freelance avec La Nouvelle Relève et Invaro. Il a commencé aussi son journal privé. Il a contribué dans le lancement du journal L'Enjeu et le journal Temps Écho. Et pour le moment, il est écrivain, il est poète, il est toujours présent dans les médias. Il a aussi une leçon qui peut nous dire, qu'on peut apprendre de son expérience. Donc, ce sont ces trois invités qui sont dans les studios. Bienvenue, chers messieurs. Et puis, bienvenue aussi, chers téléspectateurs et chères téléspectatrices, parce que vous aussi, comme je l'avais mentionné, vous êtes nos invités et vous êtes nos participants dans l'émission. Nous attendons donc aussi votre contribution. Merci beaucoup, Jen, pour cette introduction et surtout pour avoir bien introduit les invités qui vont nous aider à analyser le rôle des médias dans le génocide contre les Tutsis de 1994 ici au Rwanda. Je rappelle que nous sommes suivis partout en Afrique, surtout en Afrique francophone. C'est intéressant de suivre cette émission pour ne pas tomber dans les mêmes erreurs que les médias de l'époque et surtout de savoir comment les médias, ce qui est encore plus intéressant, c'est de savoir comment les médias ont pu participer à la reconstruction du Rwanda. Quand je voyage, je vois souvent les collègues qui me demandent, on aimerait venir au Rwanda, mais je me rappelle qu'un jour, j'ai voyagé en 1995 et puis
tout le monde me demandait comment vous avez tué les gens, comment un pays tuait. Et les gens avaient même peur de s'approcher de moi. Donc, mais pour le moment, c'est la fierté d'être rwandais. Mais à l'époque, c'était vraiment une honte à cause du génocide perpétré contre les Tutsis. Tout le monde connaissait le Rwanda voyait le Rwanda avec un mauvais œil. Donc, il y a quelque chose que j'avais oublié de mentionner, que vous aussi, vous étiez dans les médias à l'époque, donc avant 1994. Donc, en parlant avec les invités, j'espère que aussi vous allez insérer quelque chose, parce que nous aurons aussi. Toi, tu vas m'inviter et puis on va. Je vais donner mon point de vue. Non, alors, vous avez aussi le droit de nous oui, dire. merci beaucoup, Jen. Si on a le temps, mais je pense qu'on n'aura pas le temps aujourd'hui pour que je puisse partager ma propre expérience. Mais si la télévision a besoin de ça, je viendrai pour une autre fois. Alors, commençons par Sam Godin Chimiemana. Vous étiez journaliste avant 1994, avant le génocide perpétré contre les Tutsis. Pouvez-vous nous décrire l'environnement dans lequel vous travaillez pour qu'on puisse de là aller au rôle que les médias ont joué dans le génocide perpétré contre les Tutsis? Merci beaucoup, Solange. À l'époque, les médias étaient divisés en deux parties. Il y avait les médias pro-gouvernementaux et qui avaient des soucis du parti au pouvoir, le MRND et de l'État. Et il y avait aussi, ces médias-là, là, sont eux qui étaient les canaux qui faisait circuler les messages de la haine. Au début, ces médias étaient... la star a été Kangura qui fut créé en 1990 par Ngeze Hassan, qui en était le fondateur, le directeur, le rédacteur en chef, le comptable, le secrétaire. Il était tout, sauf le financier. Il était tout sauf le financier. Avant, il était rédacteur dans un autre journal qui s'appelait Kanguka. Donc, le nom de Kangura, il a un peu triché sur le nom de Kanguka. Il a triché sur le K, il a mis le R pour un peu semer la confusion dans les lecteurs. De l'autre côté, il y avait d'autres journaux qui étaient plus, on dirait, un peu plus ou moins révolutionnaires, plus ou moins critiques. À la tête, il y avait Kanguka, qui était né quelques années avant, créé par Baptiste Vincent, alias Ravi. Un peu après, il y a eu Bandarusha, Tiberinga et d'autres journaux comme Le Messager, Issibo. Tout ça, ce sont les journaux qui sont nés avec la mouvance des partis politiques, avec le courant des partis politiques. Est-ce qu'ils étaient affiliés aux partis politiques ou Non. C'était le courant. Et il y a ceux qui affichaient plus ou moins une certaine sympathie à tel parti, mais qui ne signifiait pas absolument que c'était créé et fondé par ce parti. Et là, les journaux qui étaient pro-gouvernementaux, ils avaient des messages tout à fait contradictoires à ce que les autres diffusaient. Et là, c'était comme le boomerang. Il y avait ceux qui lançaient. Non, ce n'était pas le boomerang. C'était comme un jeu de tennis. Lancer la barre, l'autre retourner la barre. Et on dirait qu'ils ne travaillent pas sur le même terrain dans le même pays. Mais là, c'est avant que
que le plus virulent des médias de la haine naissent, c'est-à-dire en 1993, c'est là où est née la radio-télévision libre d'Émile Colline. Et là, ça a changé le jeu, le jeu des médias qui étaient lus par quelques intellectuels de Kigali dans des grandes villes. Maintenant, il y a la radio qui émet ces ondes qui arrivaient dans tout le pays avec des messages plus virulents et dont la propagande arrivait jusqu'au plus fond de la campagne, même dans les coins les plus éloignés. Là, on travaille dans un climat qui n'est vraiment pas homogène, pour vous dire. Ok, merci beaucoup. Albert, vous avez travaillé après, et alors le rôle exactement des médias dans le génocide perpétré contre les Tutsis était, on peut l'évaluer à quelle, j'allais dire, vitesse ou niveau, comment on peut décrire cela? Qu'est-ce que les médias ont fait concrètement qui ont fait que on les appelle les médias de la haine? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Merci beaucoup. Je commencerai d'abord par partager ma compassion avec les rescapés de génocide, avec tous ceux qui ont été affectés par le génocide de contrôle des Tutsis. Ma pensée va directement à tous ceux-là qui ont souffert de ce génocide perpétré contre les Tutsis. Évidemment aussi un message particulier à ceux qui ont dévié de cette humanité, ceux qui ont mis en œuvre l'idée génocidaire, qu'ils ont trahi l'humanité. À ta question de dire le rôle des médias pendant le génocide des Tutsis, je dirais que les médias ont joué un rôle de tueur et de sauveur. À un certain pourcentage, les médias ont joué un rôle de tueur, là où nous voyons les radios comme la radio RTLM, les journaux comme Kangoura, mais aussi nous reconnaissons le rôle des médias aussi qui ont joué un rôle dans le sauvetage des gens, comme Kangoka, qui ont condamné les massacres, qui ont condamné l'idée génocidaire, l'idéologie génocidaire, le rôle des bons journalistes qui ont, qui ont gardé cette dignité, cette noblesse de respecter la vie humaine, comme les journaux, nous en connaissons comme Tinyamateka, qui ont été des journaux indépendants à un certain moment, dépendamment justement des journalistes qui étaient là. Voilà. Donc je dirais que les médias ont joué un rôle à deux sens. Certains ont tué, d'autres ont sauvé. Le rôle concret des médias, comme tu le dis, comme tu demandes, les journaux, certains journalistes, certains mauvais journalistes ont réellement tué par les mots, par des mots, par des images, par les déclarations. Je me rappelle comment dire, par exemple, l'animation libre de Cantano, le traitement célèbre Cantano, le traitement célèbre Noheli, Valérie, qui travaillait à la RTLM, qui disait tels gens sont cachés ici, tels gens sont ignares, ils sont complices de FPR, il faut les tuer. Quand les journalistes disaient comme ça, même aujourd'hui nous savons que la radio reste en tout cas le canal sacré de transmission de messages. Les gens ils croyaient que c'est vraiment, nous disons c'est le mot de la Bible. Les gens respectaient le message donné par les journalistes à travers des radios et ils allaient tuer. Ça c'est le rôle. Des gens ont condamné d'autres, des gens ont
ou déshumaniser les autres à travers les messages dans les radios, dans les journaux écrits. Mais aussi, comme je dis, toujours le revers de la médaille. Il y avait aussi d'autres journaux comme Kangoura avec notre ami Ravi Gouakwis et Vincent. Kangoka, oui, merci. Kangoka qui condamnait ces massacres, qui condamnait ces idées génocidaires. Donc, je dis, heureusement, il y a eu justement ce combat aussi des journalistes qui étaient contre la déshumanisation des autres, contre les théories, contre les massacres, contre l'idée génocidaire. À mon avis, le mauvais rôle de tueurs ont été, beaucoup plus supérieurs à celui des médias qui avaient pour mission de sauver, de garder cette dignité de l'homme. Malheureusement, ils ont eu ce déçu, mais il y a eu quand même ces journalistes, ce qu'on doit aussi reconnaître, qui ont gardé leur personnalité, leur dignité de l'homme. Alors, on va revenir sur Sam Gody qui va nous dire comment son journal a se vécu. Mais avant, j'aimerais demander à M. Kabare, qu'est-ce qui a fait que les Rwandais prennent ce qui se disait à la RTLM ou à la radio nationale comme encouragement pour tuer les Tutsis? Pourquoi les Rwandais de l'époque ont suivi aveuglement, ont accepté ce qui se disait? Si Cantano disait il faut tuer tel, si la radio nationale, je me rappelle le discours du président à l'époque, du gouvernement à l'époque après la mort de Rabdialiman, qui demandait aux gens de travailler. Mais travailler, ça disait aussi autre chose. Qu'est-ce qui faisait que les Rwandais prennent ce qui se disait à la radio comme la Bible, Albert l'a dit? Merci beaucoup, madame, pour la parole. Je dois souligner que j'étais venu dans ce pays en tant que Zaïrois en 86. Et en tant que novice journaliste, j'ai pu observer ce qui s'est passé. Et le premier mensonge effroyable viendra de Radio Rwanda la nuit du 4 au 5 octobre 90. Pour qu'on puisse pénétrer dans les maisons des personnes identifiées comme Tutsis pour les arrêter par les célèbres programmes, les tristement célèbres programmes des Ibisto. Le matin du 4 octobre, jeudi matin, je partais de Bidigogo vers le Zaïre. Et arrivé à l'entrée de Onatracom, notre bus n'est pas passé par la clinique. Pourquoi? Parce que sur la route, il y avait déjà des mitrailleuses, il y avait des filles barbelées, il y avait des ferrailles et il y avait des militaires accoutrés sur leurs fusils comme si ils attendaient se battre contre l'ennemi. L'ennemi virtuel, c'était les nuages et le public. Alors, nous, on nous dira de passer par l'Itega, ici à côté. Et nous sommes venus pénétrer à la gare le matin, en ne suivant pas l'itinéraire. Et nous partirons de la gare à 7 heures. L'itinéraire qu'on a suivi jusqu'à la douane de Rusizi était très périlleux parce qu'on avait traversé à peu près 27 barrages routiers. Mais on ne disait encore rien d'officiel. Seulement quand je suis arrivé à Bukavu, le lendemain matin, j'apprends par la radio que la radio Rwanda officielle, que les Inyenzi ont pu pénétrer dans la ville de Kigali et ont été boutés dehors. Premier mensonge d'État. Je poserai la question plus tard.
pourquoi est-ce que les gens au Rwanda écoutent plus ce que disent les autorités et non ce qui est normal, ce qui est acceptable, ce que, etc. Et on me dira que cela date de 1959. Parce que le pouvoir, pardon, les courants politiques de l'époque avaient pu déshumaniser la population rwandaise. Une partie et une autre était considérée comme foyer. Alors, la partie foyer se sentait favorisée par le pouvoir et suivait aveuglément ce pouvoir-là. Donc, on écoutait beaucoup plus ce que dit la radio nationale et tout le monde avait même un poste de radio, même les vieilles mères. Les vieilles mères au Rwanda avaient leur petit poste radio juste à côté de l'oreiller pour suivre les nouvelles. Et on ne suivait aucune autre radio au monde, sauf Radio Rwanda. Donc c'était devenu une radio d'évangile, une radio qui ne ment pas, une radio qui dit vrai et une radio qu'on doit écouter et on doit mettre en application ce qu'elle dit. C'est là le problème de ce pays, le premier problème. Et je dois même souligner, chez moi au Congo, nous suivions beaucoup plus Radio Rwanda, notamment par la célèbre émission des disques demandés. La célèbre émission des disques demandés parce que au Rwanda, on faisait passer les kwasa-kwasa, les ndombolo, etc. C'était parmi les émissions préférées de l'audience. Même les paysans de chez moi au Bushi suivaient Radio Rwanda. Donc Radio Rwanda avait monopolisé à peu près les attentes des auditeurs. Et le malheur viendra lorsque, comme vient de le dire mon confrère Sam Godi, viendra quand le gouvernement en place au Rwanda va dévier officiellement pour essayer de résister à la demande des exilés qui voulaient rentrer dans ce pays. Le mensonge commença à ce moment-là. Un mensonge d'État qu'on aimait par la radio et que tout le monde adopte et prend ça comme parole d'évangile. C'est ça qui a tué ce pays. Et par là, quelques années plus tard, vous êtes revenu pour participer et fonder un journal. Je suis béni. Je suis vraiment béni. Et je viens de vous dire que j'étais parti de ce pays le 4 octobre 90 à 6h30 ici à Paul VI, c'est là que j'ai habité. Et à 9h, 2 gendarmes armés étaient venus me chercher à la maison. Parce qu'ils sont arrivés au travail à la Croix-Rouge, ils m'ont manqué, ils ont pris un agent, il les a amenés jusqu'à la maison et ils ont demandé aux gens qui étaient dans l'enclos où est-ce que j'étais. Ils ont dit, mais il est parti chez lui. Et ils ont dit, mais vous devriez l'arrêter, celui-là, c'est Ignazi Ngotanier. Et vous, donc le premier Kitso, ça aurait dû être moi. Vous étiez parti parce que vous soupçonniez quelque chose? Comment j'étais parti. Le mercredi, j'étais allé à l'aéroport pour aller récupérer les médicaments venus de la Zambie pour la Croix-Rouge. J'avais la camionnette de la Croix-Rouge avec le chauffeur et moi j'étais là. Alors on a mis la carrosserie devant l'entrée de Majerois à l'aéroport. Moi j'ai donné les papiers au chauffeur pour suivre le chargement. Et pendant ce temps, moi j'ai tourné la tête et j'ai vu l'avion DC-10 Air Zaïre. Les DSP, c'est-à-dire Division Spéciale Présidentielle, garde rapprochée de Mobutu, descendaient de l'avion en sautant. Ces gens-là, ils ont
un biceps, à peu près mes 2 jambes ensemble. Ils sont très gros, ce sont des gorilles. Ce sont des gorilles. Et ceux-là ne sont gorilles que pour faire peur. Mais quand ils arrivent au champ de bataille, ils tirent seulement à l'air et puis ils reviennent derrière pour chercher femmes, télévision, tous les biens matériels. Pour piller. Vous saurez que même dans ce pays, ils avaient pillé des choses qu'ils ont chargées sur l'avion à Goma lorsqu'on a demandé qu'ils partent. Oui, Et alors... ils étaient partis sans leur commandant, général Maël, qui avait été pris maté quoi. Par Oui, les incompétents. oui, monsieur Kabaré. Donc, cela vous a fait peur Cela m'a fait très peur. et vous êtes parti le lendemain. J'avais un petit bébé de 2 semaines. Je revenais de chez moi pour chercher madame avec le bébé. J'étais arrivé à Kigali le 26 septembre. Et 4 jours après, on fait la fête. Et puis pendant qu'on fait la fête, et le soir, on dit, il y a un cisaté. Moi, j'étais déjà au courant. Alors quand je vois le DSP venir, je me dis, on va couper l'eau, on va couper l'électricité, on va violer les femmes, on va piller, on va. Quand ils arrivent, les DSP, c'est le malheur. Alors j'ai dit à madame, Il faut partir. il faut de fâter au Twangouchi. On a pris la valise. Prenez juste le nécessaire. On est parti. Ah, merci beaucoup. Mais je n'ai pas encore fini, excusez-moi. Oui, oui, on Je a très peu reviendrai de alors minutes. En 94, en je reviendrai 98. déjà averti que nous sommes au pays où le mensonge prime sur la vérité. Quand j'arrive, je trouve qu'il y a le journal Grand Rakepto qui me paraît plus professionnel et plus respectueux de toutes les prescriptions journalistiques. Je m'engage. C'est là que vous êtes engagé. Ok. Donc, on va revenir un peu plus tard, mais il faut aller chez Sam Godi parce qu'on aimerait vous entendre comment vous avez survécu, parce que à l'époque, nous avons entendu qu'il y avait des médias qui diffusaient la ligne, disons, la ligne du gouvernement et qui parlait aux gens qu'il y a eu un moment qu'ils ont même passé des mensonges pour inciter les gens à participer au génocide. Et vous aviez votre journal privé qui était dans ce climat. Comment avez-vous survécu? Où est-ce que vous avez trouvé la force et comment est-ce que vous avez échappé aux autres qui voulaient faire passer leur message des mensonges qui pouvaient inciter des gens à la tuerie? Pour vous dire vrai, je n'ai pas échappé. Mais vous êtes là. Mais vous êtes là. Et le journal. En plus, vous Et le êtes journal. avec votre journal. Tout simplement, un tout petit peu avant le début du génocide, moi, je venais faire 2 fois la prison. Donc, j'étais averti. Une fois à la présidence de la République, une autre fois à Gikongoro. Donc, revenant de Gikongoro, parce que c'est la dernière période, on est venu chez moi, j'habitais à Gikondo, les gens ont saccagé la maison, ils ont tout détruit. Je me rappelle une femme très jeune à l'époque qui s'appelait Solange, qui a reporté ce jour-là on appelait à la une de la journée l'histoire d'un journaliste qu'on est allé chercher à la maison et qu'on n'a pas trouvé, qu'on a saccagé la maison, brûlé le matériel. Et là, je n'étais pas encore rentré, j'étais à l'hôtel chez Lando, je faisais un peu la fête. Bah, plus ou moins, je ne sais pas. Vous avez entendu ça? Non, je suis rentré après, j'ai vu la maison qui était détruite. Et là, je me suis échappé.
ils étaient rentrés. Et depuis là, je suis allé vivre à Nyamirambo. Il y avait un mec, un ami, qui avait un coin pour mettre. Bon, il y avait un bar qui s'appelle Bar de l'Amitié. Aujourd'hui aussi, le Bar de l'Amitié existe. Et là, à l'époque, c'était plus bar, il y avait une organisation qui s'appelait Terre des Hommes, qui prenaient en charge les enfants de la rue. Et c'était là le siège. Et le garçon, le fils d'Ogakarama Juvenal, qui s'appelait Moussafiri, il habitait derrière et il y avait encore une chambre à côté. Il m'a dit, mon cher ami, il ne faut plus te border comme tu veux, là, tu restes ici. Et quelques jours après, le génocide est venu quand j'étais là. Mais est-ce qu'il y avait des gens qui vous avaient demandé de publier les mensonges qu'ils voulaient que vous publiiez, ou ils voulaient que vous vous conformiez à la radio Rwanda? Non. On était très virulents envers les messages que diffusait et la radio Rwanda, et la radio d'Émile Colline, et Kangura, et les autres journaux satellites, Nyiramachibiri, Code Émile Colline, Neramwe, Murwana Chaka. Il y avait toute une multitude de petits journaux, mais qui étaient virulents aussi. Et là, nous, on était un peu de l'autre côté, du côté opposé. Et c'est pourquoi nous étions toujours à la recherche et à la merci des services de renseignement. Et puis, on n'était pas moindre. On tapait très fort. J'aimerais savoir la méthode que vous utilisiez. Est-ce que vous parliez, vous commentiez de ce qu'ils ont publié, ou vous... Nous allions même faire des recherches sur le terrain. Ah oui. Ouais. Donc pour publier votre vérité. Oui. Et puis encore, on peut saluer vraiment un certain Alphonse Kilimo-Venecho qui était à l'imprimerie nationale. Même aujourd'hui, il est là encore. Lui, il nous facilitait, il ne livrait pas nos écrits au service de renseignement. On essayait d'aller voir avant que la publication sorte. Mais il n'était pas d'accord. Et puis il n'était pas moindre. Lui aussi, il était natif du nord, de Gisenyi. Ce n'était pas n'importe qui. On ne pouvait pas le secouer n'importe comment. Mais il a tenu, il nous a aidés. Il nous disait, bon, n'amène pas le journal aujourd'hui parce que je vois des gens, des mouchards qui circulent à l'imprimerie. Alors là, essaie de venir le soir. Et toute la nuit, on imprimait la nuit, et le matin, le journal, très tôt le matin, on venait les ramasser, mais les formations étaient déjà partis. Alors là, on a continué à faire comme ça, mais ce n'était pas moi seul. Le Flambeau, Kanguka, Guandarusha, tout ça, c'était la même méthodologie. Et quand l'un était en prison, les autres essayaient de pousser beaucoup plus loin et de... Il y avait une certaine solidarité entre vous. Nous avions pas une compétition comme on le voit. Oui. Et d'ailleurs, c'est à cette époque que nous avons créé une association, l'Association des journalistes du Rwanda, ARG. C'était à l'époque qu'on a créé la ARG. Et les représentants étaient Abbé Simoman André, de Kinyamateka. Et notre parti avait... Nous n'avons pas d'association. Eux, ils ont aussi créé leur association. Comme ils ont l'habitude de changer un tout petit peu une lettre, au lieu de dire ARG, ils ont dit AJR. Donc, maintenant, pour dire Association des journalistes rwandais. Oui, Sam Godé, le temps ne nous permet pas peut-être d'entrer en profondeur, mais vous avez quand même essayé de faire le plus, de donner le plus de vous-même pour dénoncer les tueurs, pour publier les messages qui allaient contre les messages publiés par les médias de la haine à l'époque. Il y en a même qui ont perdu leur vie.
à cause de ces publications. Et il y a d'ailleurs bientôt le 12 de ce mois, les médias vont commémorer ou ils vont encore avoir des activités visant à se rappeler du bon travail des journalistes qui ont été tués pendant le génocide. Et donc... C'est pourquoi je vous dis que je ne suis pas... Je passe avec eux. Je suis mort avec eux, mais je suis ressuscité un tout petit peu. Parce que 65 journalistes sont péris à l'époque. À l'époque. C'était vos amis. Et c'était vos amis, vos collègues, vos collègues de lutte. Est-ce qu'on peut dire que, venant sur Albert, est-ce qu'on peut dire qu'il y a une leçon qui a été apprise de ce rôle des médias actuellement quand il n'y avait pas à l'époque des médias sociaux et aujourd'hui tout le monde est journaliste, tout le monde a une plateforme, un canal où il peut publier ce qu'il veut. Est-ce que les journalistes d'abord et les citoyens rwandais dont M. Kabaré avait parlé qu'ils suivaient aveuglément ce qui était publié pendant le génocide, est-ce qu'ils ont gagné une certaine maturité vis-à-vis de ce qui se publie pour dire qu'ils ne peuvent plus faire comme leurs collègues ou journalistes ou leurs citoyens ont fait pendant le génocide? Merci beaucoup. Je dirais que je partirai de mon expérience personnelle. Moi, m'engager dans les médias en novembre 1994, c'était l'esprit de révolte contre les mauvais journalistes. J'étais toujours, même avant, j'étais vraiment accro aux médias, à la radio, aux journaux. J'étais vraiment accro à l'information. Mais quand je suivais les radios dans la période d'avant le génocide, 92, 14, 13, ça me faisait mal. Et je me rappelle même, moi, j'avais postulé pour devenir journaliste à la radio Rwanda en 93. Et vous savez ce qui m'a éliminé? C'est, comment dire, l'examen de fitness, de course. J'avais réussi l'écrit, mais on nous fait courir pour voir si on est vraiment, comment dire, athlétique pour devenir journaliste. J'ai dit, c'est pas possible, c'était la façon de nous éliminer. Mais en 1994, je me suis encore engagé pour dire, du moins, il faut que je devienne journaliste, pas comme les autres, pas comme celui que je détestais moi-même. Il y avait vraiment une grande liste de journalistes que je détestais, parce qu'ils étaient des journalistes indignes, à mon avis. Alors, pour m'engager, après avoir intégré la profession de journaliste, j'ai dit qu'il faut que je mette ma pierre sur comment dire, le mur du Rwanda, de la construction du pays, faire un bon journalisme et j'ai beaucoup plus avancé pour dire un journalisme de la paix. Ce qui m'a conduit personnellement aussi à concrétiser ma passion en créant l'organisation Pax Press. Pax Press, nous l'avons créée en 2006 avec le même esprit de révolte pour dire nous allons faire le journalisme contraire à celui qui a détruit le Rwanda. Pour justement enseigner, appliquer, pratiquer le journalisme de la paix. Mais il y a beaucoup de gens qui font des commentaires comme vous faites un journalisme de peur. Oui, dans Pax Press. Ça rime. De peur. De peur. La paix chasse la peur. La paix chasse la peur, ne vous en faites pas. Donc le journalisme de la paix, c'est-à-dire le journalisme qui tire les gens justement de leur peur, qui donne la liberté aux gens et qui donne surtout l'espace de se dire la vérité. Ça, c'est vous et Pax Press. Et vous n'êtes pas nombreux d'ailleurs. Alors, est-ce que dans la société, quand vous analysiez, peut-être que ça c'est au sein de Pax Press, est-ce qu'il y a une leçon qui a été apprise? Je disais justement que c'est ça, que cet esprit de révolte, justement, c'est-à-dire, c'est la leçon que j'avais apprise des mauvais journalistes
Je disais, je dois faire pas comme eux. Pas comme eux. Et je pense même qu'aujourd'hui, même au Rwanda, avec l'évolution des temps, les gens même ont quand même la capacité d'analyser le message des journalistes. Ils savent aujourd'hui différencier des mauvais journalistes et des bons journalistes. Ils savent différencier le mauvais message, le message destructeur et le message constructeur. Je dis que c'est déjà c'est le fruit des bons journalistes, c'est le fruit des bons médias, même si évidemment nous en aurons toujours des médias qui propagent la haine. Nous en aurons toujours comme nous en avons aujourd'hui, mais de toutes les façons, je dirais que la majorité des Rwandais, ils ont cette capacité de différencier les mauvais et les bons. Mais pour le moment, il y a un problème parce que vous dites qu'ils ont la capacité, mais maintenant, ils ne différencient même pas qui est le journaliste et qui n'est pas journaliste. Maintenant, il y a ce que nous appelons les influenceurs des médias sociaux, et ils ont la parole et ils ont un grand public, il y a beaucoup de gens qui les suivent. Et là, je ne sais pas si vous en pensez quelque chose, s'il y a quelque chose à faire sur ça. Est-ce qu'ils sont moins conscients qu'ils ont ce pouvoir et qu'ils peuvent... Je pense à ce niveau-là, c'est déjà à se féliciter parce que ça montre le développement, l'évolution du pays. Si tout le monde peut lire ce que tout le monde écrit, et si tout le monde a cet espace, ce privilège de diffuser son opinion, pour moi c'est déjà un grand pas. Évidemment, comme tu dis, je dis toujours, c'est le revers de la médaille, comme on dit. Nous avons les médias, nous avons l'espace où tout le monde peut s'exprimer. Il y a des philosophes qui disent les réseaux sociaux aujourd'hui ont donné la parole même à ceux qui ne devraient pas parler. Au mieux, mais aussi à ceux qui ont le mauvais langage, ceux qui ont le mauvais discours aussi, ils ont cet espace. Mais heureusement aussi qu'il y a les bons aussi qui ont cet espace pour combattre ce message. Est-ce qu'il n'y a pas d'inquiétude? Peut-être je vais revenir à Sam Gody et à M. Kaba. Il n'y a pas d'inquiétude qu'un jour, avec l'arrivée des médias sociaux, peut-être que les journalistes ils s'auto-censurent aussi parce qu'ils ont peur de retomber dans les mêmes erreurs. Au moins, eux, ils peuvent dire non, je ne diffuse pas ça. Quand même, ils sont ils essayent de faire une petite distance pour se dire non, ça je peux publier, ça je ne peux pas publier. Mais est-ce que c'est le cas pour les citoyens dont M. Kabaré a parlé, qui suivaient aveuglément, les gens qui consomment les contenus sur les médias sociaux? Est-ce qu'il n'y a pas d'inquiétude, Sam Gody? Je vous dis que ces gens-là que tu dis que s'autocensurent, moi je ne les vois pas. Je vois les gens qui diffusent du n'importe quoi. J'ai parlé des journalistes. Tu ne les vois pas, les journalistes qui font... qui sont professionnels. Maintenant, je ne distingue plus journaliste c'est toi. Et tout le monde s'improvise journaliste, tout le monde se qualifie de journaliste. Et là ça fait peur. Évidemment, aussi la régulation est très difficile. Ah oui. Parce que tu peux diffuser à n'importe où. Tu ne dois pas être obligé d'être sur le territoire rwandais. Oh oui. Tu peux diffuser étant en Europe, tu parles du Rwanda. Et là, je ne sais pas. Est-ce que tu as des inquiétudes par rapport à ça? Oui, j'ai une grande inquiétude. Qu'ils pourront peut-être encore corrompre les esprits des Rwandais. Ce qu'ils mettent devant, actuellement, c'est un peu d'argent. L'argent qu'ils tirent sur YouTube, l'argent qu'ils peuvent avoir aussi par des manipulateurs. Si les manipulateurs viennent, ils sauteront dessus directement. Et il faut revoir comment on peut... Je ne sais pas si ça sera des déformations. Je ne sais pas si... Est-ce qu'on peut former tout le pays?
Ouais. Parce que tous les citoyens, ils ont des plateformes. Ils ont Même pas le oui. pays, c'est la terre. Ouais. Mais il tout faut, le monde, il faut c'est le monde un entier. peu de formation. Il faut un peu de formation sur la prise de conscience, et sur, pour que les gens reviennent un peu à la raison. Parce que actuellement, ce qu'ils voient de plus, c'est ce qu'ils tirent dans ce qu'ils diffusent. Parce qu'il y a même de ceux qui diffusent des insultes, des choses qui ne sont pas. Sam God, j'aimerais que vous différenciez deux choses. Il y en a qui sont à l'extérieur du pays, peut-être qui sont des négationnistes, qui veulent dire que le génocide n'a pas eu de génocide. Ils veulent montrer que le génocide contre les Tutsis n'a pas été perpétré. Je ne suis pas seulement ça, c'est les gens qui ont déjà un objectif qui est connu. Ils savent bien. Est-ce que ceux qui, la plupart sont à l'extérieur, et ceux qui sont ici au pays, est-ce qu'ils ont pris conscience de ce qui est arrivé en 1994 et ils sont plus inquiets à ce qu'ils diffusent et son impact sur la société? Ils savent l'impact que ça a causé dans longtemps. Mais là, je ne sais pas si c'est la faim ou c'est la misère ou c'est la pauvreté qui l'emporte. Parce que il y a un dicton rwandais qui dit « Memuke ndamuke ». Pourvu que je mange, je peux faire du n'importe quoi. Pourquoi? Pourvu que je mange. Là, j'ai peur que... Et puis encore ces gens-là, je ne parle pas du contexte seulement du génocide, même d'autres informations, même tout ce qui touche le social au Rwanda. Il y a des gens sans scrupules et qui ont beaucoup de viewers, des gens qui les suivent. Des gens qui les suivent. Ils ont une large audience. Oui, une large audience. Et là, ça touche dans les mœurs, ça touche dans la dignité rwandaise, ça touche dans tous les secteurs. Tu vois dans ces jours les prétendus pasteurs, apôtres qui s'insultent, qui disent qu'un pasteur ne peut pas dire devant les fidèles. Et là, quand ils sont sur les YouTube, c'est catastrophique. Albert, je pense que nous ne sommes pas ici pour, comment dire, diaboliser les médias. Parce que les médias, on a toujours besoin de ça. Si, par exemple, s'il n'y avait pas Radio Muhabura de FPR, s'il n'y avait pas de journal comme Kanguka, comme Tiberinga de mon ami ici, des médias là qui ont pris vraiment la ligne contre l'idéologie génocidaire, je pense qu'il y aurait beaucoup plus de dégâts que nous en avons connus. Donc, des médias, oui, ils peuvent, ils jouent, ils manipulent la population pour pour gagner de l'argent. Mais aussi, les médias jouent un grand rôle dans l'éducation. Ils jouent un grand rôle dans le changement de comportement. Il y a beaucoup de gens qui ont changé suite à un message entendu à la radio Muhabura du FPR en 92, 13, 14. Il y a des gens qui ont changé dû au message, aux articles publiés par les Kanguka. Donc je pense qu'il ne faut pas diaboliser les médias. Surtout moi, je n'aime pas me dire les médias. Je parle de lignes éditoriales de certains médias et des mauvais journalistes. Parce que par exemple, dans la radio Rwanda, vous étiez là déjà, Solange, Sam Godier, avant le génocide. Il y avait des journalistes qui avaient pris les lignes et dit je ne lirai pas le papier rédigé par le MENADEF, disant que les Ingotani, les militaires du FPR avaient des longues oreilles, avaient des queues et tout ça. Il y avait des gens qui avaient pris cette ligne. Il y avait d'autres aussi des mauvais journalistes qui épousaient cette idéologie, qui propageaient ce message. Donc,
Je pense même aujourd'hui, dans Quibuka 30, il faut reconnaître le rôle des bons journalistes, des bons médias. C'est ce que j'allais demander à M. Kabale. politiques. Est-ce qu'on peut savoir, je dirais, le rôle que les médias ont joué dans la reconstruction du Rwanda que nous avons actuellement? Nous voyons un Rwanda verte, ou un Rwanda où tout le monde a les mêmes droits, un Rwanda où les gens ont le même accès à l'éducation, à la santé et au consort. Quel a été le rôle des médias dans cette reconstruction pour aller à la fin même de notre émission? Il nous reste 2 minutes. 2, seulement. S'il vous plaît, multipliez par 10. Il faut résumer. Non, il faut essayer d'être bref. On ne peut pas multiplier. En tout cas, dans 2 minutes, je ne sais pas si je vais Non, dire. oui, essayez de résumer. Oui. Comme Albert dit, il ne faut pas toujours parler de mauvaises choses faites par certains Je vais journalistes. donner ou des les- cas. Oui, oui. Je De vais bons donner un cas, exemples. illustrer un cas et je vais vous démontrer comment il a débouché sur la vérité et tout le monde l'a admis. Vous vous rappellerez que la radio RTLM avait dit vers le 23, le 24 juin, Banyarwanda kazi mutoreshe ibirenge. C'est encore une médiocrité nationale. Est-ce qu'on peut ramasser un bulletin avec les pieds et mettre dans l'urne? C'était pour inviter les gens à quitter ce pays et à partir pour les laisser désertiques par rapport aux nouveaux venus. Nous sommes le 23 juin. 1994. Mutoreshe ibirenge. Et tout le monde est parti Voter avec les bureaux. pieds. Tout le monde est parti derrière les bureaux jusqu'au Zaïre. Et RTLM ne pouvait pas fonctionner aux Zaïre. Mais RTLM fut relayé par la tristement célèbre radio Agatasha. Vous la connaissez? La radio Agatasha dira, lorsqu'on avait attaqué un cas de Virava au bord du lac occidental, du lac Kivu, ils avaient dit à la radio Agatasha, Banyarwanda kazi mwatoresheje ibirenge mwizere muri kumwe n'ingabo zanyu muzatahana. Pour dire Pour dire, vous qui avez Fouille le pays. rejoint le gouvernement de transition qui a fui, calmez-vous, même si on vous attaque, nous rentrerons avec vous, c'est-à-dire nous, l'armée, nous allons attaquer le pays. C'est la tentative. Ça, c'est la radio Agatasha. Maintenant, Ça, c'est la radio Agatasha. l'autre message. Alors, cette radio Agatasha, on publiera dans le journal C'est pas qui grave. paraît à Genève. Il s'appelle... Non. Il s'appelle... Ça va venir. Ils ont dit quoi? Un journaliste rwandais qui écrivait à Genève, du nom de Faustin Kagame, il écrira dedans, dans le journal. Il dit la radio RTLM était comparable à une sorte de piment dans la nourriture pour la rendre Plus etc. appétissante. Et alors, aussi la radio Agatasha qui relayait RTLM. Pour ça, on l'a accusé de diffamation. Pour le museler. Alors, le tribunal a jugé et a trouvé vers la fin que les journalistes africains n'ont jamais diffamé la Fondation Hirondelle. La Fondation Hirondelle a été condamnée. Ce qui fait que vous pouvez faire du mal comme vous voulez. Vous pouvez utiliser même de l'argent, mais la vérité, Finira. on dit à Kinyarwanda, Guchamuzi Kondi Gusha. On finira par Qu'on se peut savoir. clôturer, Avec cette victoire juridique, je crois que la tentative de la Fondation Hirondelle de continuer à faire quelque chose à travers même la radio des Nations Unies au Congo, c'est oui, au Capi. Il paraît qu'ils sont dedans. Mais eux aussi, ils ne disent plus n'importe quoi parce qu'ils savent qu'ils seront poursuivis. On est à la fin de l'émission. Nous avons, merci beaucoup, M. Kabale, de cet exemple, mais nous parlons aussi de la... Est-ce qu'on peut savoir le rôle des médias dans la
d'unité et de réconciliation. Il y a les gens qui ont écouté les messages de haine. Mais après 1994, c'est comme si le message avait changé. Est-ce que cela a eu un impact? Parce qu'il y en a, il y a les médias internationaux qui disent non, ça c'est la stratégie du FPR, l'unité là dont il parle n'est pas réelle. Est-ce qu'on peut savoir vers la fin, parce qu'on clôture déjà? Il faut observer les faits. Quels sont les faits? Est-ce que vous avez des exemples concrets? Les exemples concrets des médias? Oui, où les médias ont pu réunir, contribuer à l'unification des citoyens. Je prends le journal à Gachacha. Moi, j'ai écrit dedans. Et on reportait des séances Gachacha partout au pays. On les mettait là-bas. Et on a vu les victimes et les bourreaux s'embrasser en pleine séance. Parce que la vérité avait transparu quelque part. La réconciliation avait commencé par Gachacha. Et je pense, la vérité même, et elle a pu transparaître à travers Gachacha. Il y avait des accusés, il y avait des gens qui accusaient faussement les personnes d'avoir commis du mal, mais Gachacha les a blanchis. Et on a accusé que les personnes réellement coupables. Là, si on considère que Gachacha c'est aussi un média. Ok. Merci. Peut-être un autre exemple à la fin. On est à la fin. Ouais, il y a bientôt le journal. Oui. Si vous me permettez, je dirais par exemple, comment dire, ce pluralisme du paysage médiatique au Rwanda, c'est déjà pour moi un signe de l'unité, de réconciliation. Si nous avons plus de 30 radios où les gens peuvent prendre la parole, où les gens peuvent discuter de grands sujets sans tabou, où les simples citoyens peuvent questionner les dignitaires, les ministres, les directeurs, c'est déjà pour moi un grand pas du rôle que les médias peuvent jouer dans la réconciliation des gens. Il y a des témoignages des victimes de génocide, des témoignages des gens qui ont observé et des témoignages des gens qui se sont réconciliés, qui passent dans les médias. C'est déjà un grand rôle des médias que les médias jouent dans la construction du pays. Pour moi, je peux être ici pour féliciter les journalistes rwandais. En tout cas, ils jouent un grand rôle dans la reconstruction, dans l'unification des Rwandais. Aussi, j'en profitais pour lancer l'appel à ceux qui dévient, aux journalistes qui peuvent dévier. Nous en avons parlé de gens qui recourent à l'argent et pas à la vérité, et qu'il faut qu'ils reviennent à la raison pour faire leur message, leur métier noble de journaliste constructeur. Merci beaucoup. Sam Godi, à la fin, il y a un mot aux jeunes journalistes ou aux gens qui ont accès à ces plateformes dont on a dit. Oui. Mais une minute seulement. D'abord, ces jeunes journalistes sont privilégiés. D'abord, il y a des écoles de journalisme, et là, c'était un atout. Et deuxièmement, ils puisent dans un passé qui est une bibliothèque, bonne ou mauvaise. Il y a aussi la volonté politique qui est là, qui ne nous encourage pas à déraper. Il faut qu'ils profitent de tous ces atouts pour faire un journalisme professionnel. Merci beaucoup, chers invités. Je voyais Kabalé qui me regarde. On va revenir à ce sujet. On aimerait un jour vous inviter pour que vous puissiez vous discuter avec les jeunes. Oui. 30 secondes. Il y a déjà le journal bientôt. Je voulais seulement ajouter ceci, que nous pouvons demander à chacun de s'apaiser. Les médias au Rwanda aujourd'hui ne pourront plus dévier parce que le pouvoir public montre un bon exemple. Merci beaucoup. Merci beaucoup, chers invités. Merci Albert Baudouin, venant de Pax Press, de votre intervention. Merci beaucoup Sam Godi. Nshimiyimana, venant de votre organisation.
Voilà, c'est une organisation qui appuie aussi, fait la capacité des médias. Merci beaucoup. Merci à M. Kabare Kanyana Bernard, écrivain, et de votre temps, à votre âge, être ici, ça montre la passion. Merci aussi à Jen, merci à tous les téléspectateurs et téléspectatrices de nous avoir suivis. Le leadership d'impact, c'est mardi prochain. On va inviter les jeunes pour savoir ce qu'ils pensent de cette malheureuse histoire de rôle des médias dans le génocide perpétré contre les Tutsis, en rappelant que si les médias ont été utilisés comme outil très très virulent pour tuer les Tutsis en 1994, comme on l'a démontré, pour dire que si les médias n'avaient pas été utilisés par le gouvernement à l'époque, il y aurait parmi les 1 million de personnes qui sont en partie, qui sont morts, il y aurait certains qui seraient encore en vie. Donc, comme les messages de nos invités l'ont dit, il faut essayer d'être professionnel, ça va vous aider dans votre carrière en tant que journaliste. Merci beaucoup, à la prochaine.